tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PMAX Performance Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous de près ou de loin, à savoir le lait, les produits laitiers, essentiellement au lait de vache, les lobbies cachés ou camouflés du lait. Je vous retrouve tout de suite pour décortiquer le livre de Thierry Soucard, Lait, mensonges et propagande. Alors je vous préviens tout de suite, si vous êtes intéressé par ce sujet passionnant qu'est le lait et tous les mythes autour du lait et des produits laitiers, essentiellement de vache, encore une fois, je vous encourage à lire ce livre et à vous documenter par rapport à cela, parce que c'est une véritable pépite de documents, de preuves, d'explications, de justifications, de révélations scientifiques. Alors dans ce court podcast, je ne saurais que résumer et tirer les informations principales du livre, mais ce ne sera pas une fin en soi. Tout d'abord, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est le côté justification scientifique. Effectivement, ce livre préfacé par Henri Joyeux, il relaie énormément de recommandations sérieuses tirées d'Harvard et conteste des recommandations qui avaient été faites il y a quelques années en faveur d'une consommation de laitage 3 à 4 fois par jour. Donc au départ, il y a ces chiffres qui sont très importants. Tout d'abord, la consommation de yaourt qui a plus que doublé en 30 ans. Un Français dans les années 80 consommait entre 8 et 9 kilos de yaourt et il en consomme aujourd'hui beaucoup plus de 20 kilos. Ce qui est une augmentation énorme pour cet aspect. Le chiffre d'affaires de l'agrobusiness laitier en France dépasse largement 20 milliards d'euros, ce qui représente 20% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire. Comme environ 3/4 de la population mondiale, 41% des Français ne digèrent pas le lait et plus particulièrement le lactose. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand nous sommes enfants, quand nous sommes bébés, nous produisons une enzyme qui s'appelle la lactase. Et cette enzyme permet de digérer le sucre du lait, le lactose. Et quand on grandit, après la petite enfance, la production de cette enzyme, elle chute chez 90% des mammifères. Et l'enfant n'a plus besoin de boire du lait. C'est pour ça qu'une majorité des gens adultes ne digèrent plus le lait et autres produits laitiers. Même si le lait existe depuis quelques milliers d'années, sa démocratisation s'est faite depuis peu et surtout dans le milieu du XXe siècle. Dans la période d'entre-deux-guerres, on observe dans les écoles anglaises, dans les années 30 notamment, un bol de lait quotidien qu'on offre aux enfants. Et cette démarche, elle a été reprise aux États-Unis dans les années 40 et 10 ans plus tard en France. On pensait à cette époque que favoriser une alimentation riche en protéines animales, notamment du lait, permettrait à la population et à ce moment-là de la période d'entre-deux-guerres de se refaire une santé. C'est pour ça aussi qu'on a donné ce bol de lait, qu'on a pris des décisions politiques en faveur de cette démocratisation générale du lait dans les écoles. On voit alors apparaître dans la chronologie des choses une démocratisation de la densité osseuse dans les années 70 et un tas d'études, pas forcément très fiables, ont mis en évidence une relation entre la teneur de minéraux dans l'os et la résistance au choc. Et c'est à ce moment-là qu'un tas d'industries laitières, au moment de cette découverte, a pu scander un peu partout et haut et fort qu'il était nécessaire de se créer un gros capital osseux pour prévenir les fractures, car ce capital osseux réduisait à partir de l'âge de 40 ans. L'autre idée qui est expliquée dans le livre, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu également l'avènement et la création d'une définition pour l'ostéoporose. C'est-à-dire que si la densité osseuse est 20 à 30% inférieure à la valeur normale constatée chez les personnes de 30 ans, alors on souffre de la maladie. Et ça a été un signe fort pour les industriels et pour les vendeurs de lait, parce que le message était de dire que si on augmentait la densité osseuse, même si c'était infime, ça permettait de lutter contre l'ostéoporose. Donc là, on a prôné les mérites du lait contre l'ostéoporose. Le problème est qu'à ce moment-là,
beaucoup d'études étaient financées et voire autofinancées par des lobbies, ce qui portait à confusion sur les résultats scientifiques qu'on en ressortait. Et il y a plusieurs études qui, après cela, ont prouvé qu'un apport en calcium, combiné ou non à de la vitamine D, n'apportait vraiment aucune différence significative de gain osseux. Et une idée qu'il en ressort dans ce livre, et c'est également passionnant, c'est que dans les régions du monde où la consommation de lait est la moins importante, c'est aussi dans ces régions que les cas d'ostéoporose sont les plus rares. Alors là, je suis sûr que vous êtes déjà surpris par cette nouvelle, mais là où le livre va encore plus loin, c'est qu'en plus de ne pas prévenir les fractures, les produits laitiers pourraient même en être l'origine. Je cite le livre: si l'on consomme trop de calcium trop longtemps, le corps perd sa capacité à contrôler le métabolisme du calcium. Pour ainsi dire, le calcium favorise l'épuisement prématuré des ostéoblasts qui vont servir à régénérer, à reconstruire l'os et qui vont paradoxalement accélérer la destruction du tissu osseux. Thierry Soucard explique donc bien que cette déminéralisation osseuse est accentuée par le côté acidifiant du lait et des produits laitiers. Cette idée est renforcée même par le fait que les pays les plus consommateurs de lait, paradoxalement, sont ceux qui connaissent le moins de fractures sur la planète. Je me permets de faire une courte aparté qui n'est pas issue du livre, mais simplement une remarque personnelle concernant cet état acidifiant et où je vais vous parler de l'indice PRAL. L'indice PRAL, c'est en nutrition un indice qui nous permet de mesurer la charge acide ou plutôt alcalinisante d'un aliment sur l'organisme. On mesure ça via les urines et dans tous les indices PRAL, on retrouve à 99% sur des aliments les plus acides des fromages, notamment le parmesan, des fromages fondus. Et c'est pour ça que quand on a des tendinopathies, pour réduire cette inflammation, on évite de consommer des aliments très acidifiants pour l'organisme, mais plutôt on conseille des aliments alcalins comme les légumes et fruits. Suite à la première idée qu'on vient de dire sur le lait et le mythe qu'il y a par rapport aux os solides, le livre traite aussi des cancers et du côté obscur que le lait joue sur les cancers. En fait, pour lutter contre la multiplication des cellules cancéreuses, notre corps produit de la vitamine D. Et malheureusement, cette production est limitée en milieu acide. Et on vient de le dire, les fromages et les produits laitiers sont des aliments très acidifiants. C'est donc un cercle vicieux. La caséine, qui est la principale protéine du lait, favorise la promotion de tumeurs et l'absorption d'IGF-1. On sait que les IGF-1 permettent la multiplication de cellules, que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Et quand on sait que le lait moderne contient jusqu'à 10 fois plus d'IGF-1 que dans les années 60, on se rend compte du cocktail détonnant que le lait joue vis-à-vis des cancers. On nous explique dans le livre que chez les hommes, le risque de développer un cancer de la prostate augmente à chaque ingestion de produits laitiers. Ce qui n'est pas forcément confirmé concernant le cancer des ovaires chez la femme. Ces chiffres font froid dans le dos, mais vous allez voir à la fin du podcast un avis personnel. Suite à ces deux gros aspects déjà évoqués sur l'ostéoporose et les cancers, Thierry Soucard développe de manière un peu plus rapide d'autres effets néfastes du lait, notamment que le lait de vache favoriserait le diabète de type 1, la sclérose en plaques chez les enfants, qu'il contient aussi des produits néfastes comme les acides gras trans qui sont dangereux pour la santé. Ça augmente le taux d'insuline et on y apprend encore que des études douteuses ont vu le jour à ce moment pour essayer de contrer ces effets négatifs, notamment via l'agrobusiness laitier qui voulait vendre et développer toujours plus les produits laitiers sur la population de masse, comme quoi les laitages pouvaient aider à maigrir, les laitages pouvaient faire baisser le taux de cholestérol. C'était encore des vérités basées sur des études qui étaient dépassées, souvent financées par l'industrie laitière elle-même. Alors concernant les apports, notamment du calcium, où les apports conseillés en France sont de 1 g de calcium par jour et par adulte, ils sont calculés pour une alimentation
occidentale, voilà, la plus équilibrée possible, mais où on sait, comme on vient de le dire, que les protéines animales et le sel sont deux facteurs qui augmentent l'acidité et induisent forcément une perte de calcium. Donc en privilégiant une alimentation équilibrée, où la base serait forcément liée avec des fruits et des légumes, on pourrait mettre en avant un apport journalier beaucoup moins important, avec 540 mg conseillés par l'Organisation mondiale de la santé. Une autre idée, que moins il y a de calcium, mieux il est absorbé. On apprend dans un encart dans le livre qu'un enfant américain de 8 ans reçoit environ 900 mg de calcium par jour. Des analyses permettent d'établir que 28% de ce calcium était effectivement absorbé, ce qui représente 246 mg par jour. Comparativement, avec le même statut et des apports différents, un enfant chinois apporterait via l'alimentation 360 mg de calcium par jour, donc quasiment 3 fois moins. Les mêmes techniques d'analyse ont permis de constater que 63% de ce calcium était absorbé, ce qui fait 226 mg. Une valeur donc très proche de ce qui est observé entre les deux, alors qu'au départ, l'absorption chez l'enfant américain semblait être quasiment 3 fois plus importante en termes de calcium que chez l'enfant chinois. On retrouve dans le livre et à la fin de cet ouvrage un tableau avec des recommandations sur la capacité de l'organisme à absorber la teneur en calcium. Et important à noter que sur le lait ou le fromage, on retrouve des pourcentages d'absorption aux alentours de 30%, donc 32,1% d'absorption sur les 300 mg de calcium dans un verre de lait de 240. Mais par contre, des aliments comme le brocoli ou le chou de Bruxelles ont des taux d'absorption de calcium supérieurs à 60%. Donc ça reste effectivement des alternatives qui peuvent être très intéressantes et qui n'ont aucun effet néfaste, dont on a parlé notamment sur l'acidité que ça crée sur le corps. En somme, ce qui est très important dans cet ouvrage, c'est que l'auteur s'attarde vraiment longuement, comme on l'a dit, sur l'arrivée du lait dans nos habitudes alimentaires, sur le mythe que joue le lait sur l'ostéoporose et le risque de cancer. C'est assez déconcertant de voir comme quoi les intérêts financiers priment surtout sur l'usage courant de la population concernant les produits laitiers et le lait. Mon avis, il est très intéressant sur ce livre que je recommande, parce que même si on apprend toutes les dérives et les effets néfastes du lait et des produits laitiers de manière générale, l'auteur n'est pas dogmatique. Effectivement, la conclusion du livre n'est pas d'arrêter complètement l'usage de produits laitiers dans notre alimentation courante, mais simplement d'avertir les consommateurs vis-à-vis des risques potentiels, des risques néfastes potentiels d'une utilisation trop importante de produits laitiers chaque jour. Alors, il faudrait essayer d'avoir une alimentation raisonnée, non pas d'arrêter et de supprimer totalement, sauf si c'est des choses qui vous animent, et là n'est pas le sujet du podcast, mais de réduire à 1 ou 2 produits laitiers maximum par jour et de trouver des alternatives au lait notamment avec des boissons végétales, des laits végétaux, bio, d'amandes de préférence, d'avoine, de noix de cajou. Et pour tout ce qui est fromage ou yaourt, essayer de se rapprocher de producteurs locaux, d'une filière responsable et de circuits courts, ce qui permettrait de savoir réellement d'où proviennent le lait et autres produits laitiers et quelles transformations ils ont subies, et non pas de suivre des lobbies ultra puissants. J'espère que ce podcast vous a plu et vous a éclairé. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous encourage vivement à acheter ce livre, à vous documenter pour vous faire un avis plus tranché sur la question. Je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. En attendant, partagez le contenu. N'hésitez pas à aller noter sur Apple Podcast ou même sur 2 minutes l'ensemble des podcasts, me faire un retour. Je me ferai un plaisir de vous répondre ou d'en dire plus pour un prochain épisode. Portez-vous bien. C'était Max sur PMax Performance Podcast.